le fait de rencontrer des gens qui sont hyper mobilisés, le fait de toi-même te bouger, ça donne pas mal d'espoir, je trouve. Bienvenue dans le Clo-Clo Club. Aujourd'hui, on va parler d'écologie, un grand sujet d'actualité évidemment qui nous concerne tous, mais sur lequel je trouve on a tous tendance à se sentir assez peu légitimes. Pour ça, je reçois une invitée de qualité, tout droit venue de Belgique. Colline BLF est créatrice de contenu sur YouTube. Elle fait plein d'autres trucs, mais je vais pas spoiler non plus sa présentation en début d'épisode. Et c'est surtout son activisme pour l'environnement que je souhaitais aborder avec elle. On s'était rencontrés au travail parce qu'elle a rejoint les équipes d'On est prêt, une association qui se mobilise pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Et ça m'a fait me poser plein de questions. Qu'est-ce que ça fait d'être une jeune engagée pour le climat ? Comment mêle-t-elle l'écologie à toutes ses autres passions ? Et est-ce qu'elle constate une différence de sensibilisation aussi entre hommes et femmes ? Vous savez que c'est mon petit sujet préféré, ça. On vous en parle dans cet épisode et j'espère que ça vous plaira. Pour soutenir le Clo-Clo Club et mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast, partager l'épisode autour de vous et me suivre sur les réseaux sociaux @CloCloClub. Je vous mets également l'Insta de Colline ainsi que plein d'autres ressources qu'on aborde pendant l'épisode en note du podcast. Et sur ce, je vous laisse avec Colline. Bonne écoute. Salut Colline. Salut Chloé. Merci de venir dans le Clo-Clo Club, je suis hyper contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditrices ? Parce que tu fais plein de trucs. Oui. Je pense que je vais en oublier si c'est moi qui fais la présentation. Alors, si je devais me présenter, je dirais que je suis reporter / chargée de communication vidéo pour tout ce qui est questions climatiques et sociales. Je suis également chanteuse et étudiante en communication responsable à Paris. Et les gens te connaissent peut-être des réseaux aussi. Ah, et youtubeuse aussi. Colline BLF, c'est ça. Je fais des vidéos sur YouTube aussi, et ouais, du coup, @CollineBLF, mon pseudo, sur les réseaux. Et on s'est rencontrés via On est prêt, justement. Ouais. Et l'idée, c'était de parler ensemble d'écologie aujourd'hui, d'activisme, d'engagement. Et pour ça, je t'ai choisi une petite citation qui m'a fait penser à toi, dans Futur, de Lorraine Bastide. Mm-hmm. Je vais te laisser la lire, et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ok. J'adore, j'ai l'impression de recevoir un peu un cadeau. L'écoféminisme ne dit pas que les femmes vont sauver la planète. L'idée est plutôt qu'en se tournant, en tant qu'être culturel, vers la valeur prétendue associée au féminin, on trouve les clés d'une préservation de la planète. Très intéressant. En plus, j'adore la question de l'écoféminisme. Je m'y connais vraiment pas, mais j'avais acheté un livre sur l'écoféminisme il y a 2 ans, et je trouvais ça dingue, genre ça m'avait créé un déclic en mode waouh. Tout est connecté, toutes les questions de genre, tout est lié quoi. Ouais, tout ce qui est lutte, en fait, convergence des luttes, c'est là que tu le retrouves, de ouf. Les systèmes de domination. Ouais. Ça te fait penser à quoi cette citation ? Ah, ça me fait penser à pas mal de choses. Déjà, la question de l'écoféminisme, c'est une question que j'aime beaucoup et qui est pas assez creusée par les gens, malheureusement, qui est pas encore assez découverte, et même au sein d'On est prêt, on n'en parle pas trop. Mais ça me fait penser que dans le milieu dans lequel je suis, bah, y a que des femmes en fait. Il y a vraiment que ça. Je suis entourée que de femmes hyper engagées, mais de peu d'hommes. Et même, la question de l'écoféminisme, c'est que tout ce qui est relié à la Terre, c'est féminisé, donc la mère-terre, le soin, tout ça, enfin voilà, se penser à ça. Oui, c'est vrai que tu as une certaine vision plus spirituelle de la femme liée à la terre et à la nature. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi la réalité qui est un peu ce que dit Lorraine Bastide dans cette citation, qui est justement, de par nos éducations, à l'empathie, c'est ça. L'écoute, faire attention aux autres, faire attention tout court. Tu disais le care en plus tout à l'heure, prendre soin. Toutes ces valeurs-là, elles font sens dès que tu les appliques à ton environnement quand il est en danger. Mm-hmm. Toi, t'as eu ton déclic sur l'écologie quand ? Si tu as eu un Franchement, déclic. je sais même pas. Tu sais, à chaque fois, on me pose cette question, et j'ai l'impression que dans chaque intervention, je raconte un déclic différent. Je pense que c'est un truc qui se fait tout au long de sa vie. J'ai toujours été assez touchée par principalement la cause animale, ce qui m'entoure, la nature, la forêt. J'adorais me balader toute seule en forêt. J'ai toujours adoré ça. J'allais jardiner avec mon père dans le jardin. Enfin, en fait, un truc que pas tout le monde, mais beaucoup d'enfants font quand ils ont l'occasion de vivre dans un jardin et d'avoir des parents aimants, ce que heureusement j'ai eu. Mais je dirais que c'est principalement le contact que j'ai eu avec la nature. Et puis ouais, les mouvements de jeunesse aussi, je pense. Le fait d'être dehors tous les samedis, de courir avec des gamins et d'être en camp comme ça pendant 10 jours à dormir dans des tentes. Je pense que ça a pas mal aidé. Et puis toutes les manifs, l'arrivée des mouvements climat en 2017-2018 avec Greta, Hanouna, Adélaïde... et les manifs en Belgique.
Je dirais que c'est ça, mais après, c'est un truc qui se construit constamment. Mais c'est des choses auxquelles t'as été sensibilisée petite, et puis par la suite, du coup, ça a suscité ton intérêt aussi. En vrai, petite, j'en avais pas du tout conscience. En fait, petite, quand on me parlait d'écologie, c'était fais pipi sous la douche. Bah, je pense qu'on parlait pas d'écologie aussi, quand on était enfant, mais plus à une sensibilité, comme tu dis, à la nature. Le fait de jardiner avec son père, t'as un rapport à la terre. Enfin, je suppose que quand tu vois des insectes, tu pars pas en hurlant. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de « Ah, donc ça ressemble à ça, le vivant, au sens large. » Mais je me rendais pas compte que c'était en danger, tu vois. Ouais. Je me rendais pas compte que c'était du concret. Tout ce qui était plus la faim dans le monde et tout ça, j'en avais conscience, parce que c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup. Oui, qui était très médiatisé. Qui était très médiatisé, même je pense à les catastrophes qu'il y a eu avec Haïti, et qu'il y avait eu une chanson et tout, c'était un truc vraiment marquant. Alors que les changements climatiques, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais en tout cas que chez nous, ils sont visibles que depuis plus ou moins 5 ans, et surtout les 3 derniers étés. Et donc on n'en parlait pas avec ma famille. Enfin, jamais je me suis dit, ça va être mon métier, genre mon métier va être centré autour de ces questions climatiques. Et aujourd'hui c'est le cas, donc... Qu'est-ce qui t'a amené à te dire « Ok, j'ai envie de vraiment faire ça au quotidien » ? Bah en vrai, je me voyais pas faire autre chose. Parce que, à la base, c'est vrai que la question d'activisme, pour moi, travailler sur ces sujets-là, c'était être activiste. Et ça me paraissait beaucoup trop gros. Pour moi, il fallait dédier sa vie entière à faire ça, il fallait se ligoter à des pompes à essence, et je faisais pas tout ça. Je faisais pas ça, je partageais une pétition sur Instagram, quoi. Mais tu donc, c'est pas légitime, quoi. Pour moi, ce que je faisais, c'était ridicule. Et puis, quand j'ai commencé à découvrir la vidéo, les vidéos YouTube, la musique, tout ça, petit à petit, je me suis dit, ok, bah en fait, j'ai plus envie de parler de sujets lambda, parler de mode, ce que je fais un peu encore maintenant, mais pour moi, il fallait que ça ait un sens. Et le fait d'être un minimum suivi aussi, tu te dis, bon, bah en fait, t'as des gens qui te suivent, et montrer ta tête en story tous les jours sans qu'il y ait aucun fond. Et je sais pas, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement, je me voyais pas parler d'autres choses, et en même temps j'ai pas envie de parler que de ça, parce que je sais que les gens, ça va pas les... Je sais pas comment dire. Essaye de rendre ce contenu-là accessible, en le rendant concret aussi, parce que tu l'appliques à ta vie, à tes initiatives, à tes centres d'intérêt. Justement, le fait que j'ai pas parlé d'écologie directement, et que c'est pas là, quand tu commences à me suivre, c'est pas quelque chose que tu vois directement. C'est que j'aborde moins les questions... du travail que je fais avec On est prêt et des questions climatiques, je les aborde moins sur YouTube. Mais du coup, j'aime bien, parce que ça fait un petit peu... je les embarque avec moi. Genre, ils sont là, c'est la meuf, elle a l'air cool, elle vient de Belgique, elle fait de l'argentique et tout, cool. Et après, ils vont me suivre, et du coup, il y a des petits messages qui vont passer par-ci, par-là. Et du coup, je trouve que c'est une forme d'activisme qui est pas mal. On a besoin de plein de formes d'activisme, mais aussi des meufs comme Camille Etienne, par exemple, qui va être sur le front, et qui dédie sa vie. Mais à nouveau... Parfois j'ai l'impression que c'est trop, et d'un côté elle en peut rien parce qu'il y a des actions à mettre en place tout le temps, mais moi j'ai pas envie que mon compte ce soit tous les jours les gars il y a ça. Oui, elle en a fait vraiment, ce qu'elle communique c'est ça, et en parallèle ce dont tu parles c'est un sujet qu'on aborde un petit peu ces dernières années, qui est le burn-out militant. En fait, que tu retrouves en écologie et en féminisme, et dans les luttes aussi contre le racisme, contre l'homophobie, ou juste les femmes qui plus est, parce que c'est les femmes qui ont verbalisé ça. Désolée les gars, même si vous subissez aussi du burn-out militant, évidemment, mais en tout cas ça a été, mis en mots par des femmes qui ont dit là on n'en peut plus, c'est beaucoup de charges, effectivement. Toi, du coup, c'est une forme de protection aussi de l'adopter par petites doses, dans le sens où tu sais que dans ton quotidien c'est important, mais tu communiques pas dessus tous les jours. Ouais, je pense clairement que je suis hyper engagée, tu vois, mais je peux être considérée comme moins engagée par rapport à d'autres personnes, et j'ai envie de garder aussi une distance avec ça, parce que le problème, comme tu le dis, les femmes, on est un peu en mode c'est nous les sauveuses, c'est nous qui allons sauver le monde. C'est vrai. Même dans les familles, je le vois. Généralement, c'est la mère qui va apporter les solutions, qui va chercher les recettes pour faire une lessive zéro déchet. Tous les livres de zéro déchet, de véganisme et tout, c'est généralement des livres avec une couverture assez, entre guillemets, féminine. Du coup, bon, moi, je suis pas mère de famille. Pas encore. Mais bref, j'essaye de garder une distance avec ça et de pas essayer de convaincre la terre entière, quoi. J'ai essayé de convaincre mes parents, ça a pas trop marché au final. Maintenant ça marche. Vous arrivez à avoir des discussions quand même sur le sujet ? Ouais, ma mère elle est devenue végétarienne là. Mon père il est assez sensibilisé, mais le truc c'est qu'en tant que femme tu te donnes un peu cette charge de je vais devoir sensibiliser tout le monde, vas-y mes cousins, ma soeur, mon père, ma mère. Surtout quand ça te tient à cœur en fait. Ouais c'est ça.
Et en fait, bah, t'es pas la seule personne qui est sensibilisée, t'es pas la seule personne qui est activiste. Si tu fais une pause, c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui prendront le relais. On est des millions, 8 milliards plutôt maintenant, mais on est des millions à être sensibilisés. Donc c'est pas parce que tu décides de faire un break et de pas participer à une mobilisation ou de pas partager une pétition que la mobilisation va s'écrouler, quoi. Mais c'est vrai que le fait d'en parler avec ses parents, t'as un peu cette charge c'est des gens que tu aimes, qui sont tes proches, même tes amis. Du coup, t'as envie de les sensibiliser à des choses qui, toi, te sont chères et rentrent dans tes valeurs, en fait. Donc, ça se comprend aussi, tu vois, d'aller leur en parler. Pour ta mère, ça fait longtemps que, du coup, là, elle est végétarienne. Ça fait combien de temps ? Bah, du coup, moi, ça fait... Ouais, c'est trop bien. En vrai, ça fait 7 ans, moi, que je suis végétarienne. Et ma mère, quand je lui ai dit que j'étais végétarienne, elle était en mode... Ça va être compliqué au dîner. Un peu méprisant, quoi. Un peu en regard méprisant. Okay. Elle a pas jugé, mais elle était un peu en mode flemme. Et là, ça fait 6 mois qu'elle est végétarienne. Et elle est, genre, hyper activiste, quoi. Là, on a fait un repas de famille il y a 3 jours en Belgique. Et elle était en mode, ouais, l'élevage intensif, ça fait ci, ça fait ça. En fait, je voyais qu'elle était énervée comme quand tu l'es au début de ton déclic et de ton engagement. Et du coup, c'était trop marrant de voir ça auprès de ma mère qui a 53 ans. Et de voir des trucs que moi, j'avais il y a 4 ans, quoi. Ouais, tu te retrouves plus apaisée, toi, aujourd'hui. Ouais. Mais la preuve, encore une fois, c'est ma mère qui est plus engagée que mon père. Donc à nouveau, est-ce qu'il y a une différence Bah, disons que le passage à l'action, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de la population qui est plus incline à le faire qu'une autre, parce qu'on est aussi, et c'est peut-être là pour le coup un gros préjugé, parce que je le documente sur absolument rien, mais j'ai l'impression qu'on est quand même plus encline à, de base, effectuer des changements, tu vois, au quotidien, s'adapter, on s'adapte beaucoup. Ouais, en clairement. réalité, même le harcèlement de rue, ce genre de choses, en fait, on s'adapte, et du coup, être beaucoup plus réceptive et encline à s'adapter quand c'est pour une cause qui nous tient à cœur, être capable de le faire, beaucoup plus ouverte à ce changement-là que les mecs. Et après, je pense qu'on a aussi été pas mal éduqués à écouter nos émotions. Ouais. À, comme tu dis, prendre soin de ce qui nous entoure, de la nature, de nos proches, etc. Et donc j'ai l'impression, peut-être que c'est totalement faux, mais j'ai l'impression que généralement quand je parle des déclics des gens avec des femmes, ça s'est fait beaucoup plus rapidement, ça s'est fait de manière beaucoup plus naturelle, que les hommes, ça a dû prendre beaucoup de temps, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont pas directement touchés à la cause, parce qu'en fait on les a jamais éduqués à écouter leurs émotions et à parler de ça entre eux. J'ai l'impression en tout cas que les garçons que je connais, ils débattent pas vraiment de ça entre eux. Ils en discutent pas. Alors que moi, parler de changement climatique, de nos peurs autour de ces changements-là, avec mes potes, j'en ai parlé plein de fois. Pourtant, j'ai pas mal d'amis garçons et c'est très difficile de creuser ça ou de voir qu'ils sont un minimum impactés. Oui, alors qu'en fait, ils évoluent dans le même environnement, mais ils prêtent aussi peut-être moins attention à cet environnement, dans le sens où ils ont moins besoin d'y faire attention au quotidien. Tu parles d'éco-anxiété ? Ouais. C'est quelque chose qui t'a touchée ? J'ai l'impression que j'ai pas vraiment été très éco-anxieuse. Là, actuellement, je le suis pas. Après, l'éco-anxiété, c'est pas quelque chose qui s'étend, qui commence et qui se termine jamais. Je veux dire, tu peux avoir des petites piques, en fait. Bah, c'est ça, et puis on avait fait une très belle action, justement, par mail de newsletter sur l'éco-anxiété, avec un petit test pour évaluer un peu l'éco-anxiété, mais pour dire, en fait, il y a plein de jauges différentes, ça dépend du moment, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est ça. Donc je pars des petites piques d'éco-anxiété quand je regarde des documentaires horribles. Là, je me dis, non, Colline, c'est la fin. Tu te renseignes, en fait, tu t'informes. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas vraiment quelqu'un d'éco-anxieux parce que, en fait, je suis dans l'action. Et le fait de travailler dans ce milieu-là, ça m'a beaucoup apaisée. Ça fait 1 an que je travaille chez On est prêt en tant que chargée de vidéo. Et depuis que je travaille chez eux, je suis hyper apaisée, malgré le fait que je sois confrontée à des informations assez horribles tout au long de la semaine. Le fait de rencontrer des gens qui sont hyper mobilisés, le fait de toi-même te bouger, ça donne pas mal d'espoir, je trouve. Mais fut un temps, en vrai, j'étais quand même... je dirais pas anxieuse, mais parce qu'il y a plein d'émotions dans l'anxiété, mais j'étais plus en colère et aussi un sentiment d'impuissance qui était très présent quand je vivais en campagne et que j'avais pas trop l'occasion d'échanger avec les gens et d'être entourée de pas mal de gens engagés finalement à Paris, parce qu'à Paris il y a plein d'assauts, t'as l'Académie du climat qui est assez cool, t'as plein de ciné-débats, donc tu peux facilement te confronter à des gens qui ont
les mêmes peurs que toi, les mêmes émotions que toi. Et donc ça, c'est hyper cool, quand on se sent un peu éco-anxieux, de se confronter à... Être dans un groupe, en fait. Être dans un groupe, s'engager, rencontrer des gens qui ressentent la même chose que toi. Mais oui, il y a un moment où, quand j'étais seule à la campagne et que je découvrais toutes ces choses horribles et que je pouvais pas échanger, c'était terrible. Genre, je me rappelle d'un événement où j'allais au supermarché avec ma mère et je voyais tout le plastique dans le supermarché et il y avait ce bocal de... Comment ça s'appelle l'espèce d'animaux avec les grosses pinces ? Ah, des crabes. Il y avait un bocal de crabes à consommer. Des crabes et des crevisses, ouais. Ouais, des crevisses, je sais plus, mais des espèces d'animaux marins énormes avec leurs pinces qui étaient attachées avec du scotch. Et je les voyais dans leur bocal comme ça. Et moi, j'avais regardé des documentaires toute la journée. Non, mais c'est horrible. Et je vois ma mère qui achetait des trucs emballés dans le plastique, et puis les homards comme ça, coincés dans leur bocal. Et j'étais à deux doigts de pleurer dans le supermarché en mode, mais vous êtes tous des merdes en fait. Tu sais quoi, ça a mes traumas d'enfance, ça, ouais, en fait, de les voir comme ça avec leurs pinces dans un... En plus, généralement, t'en as genre horrible. 10 dans un tout petit bocal. Tu dis dans un petit aquarium, quoi. Tu te dis, mais il n'y a pas la place. Enfin, et tu sais qu'on les garde vivants pour les manger. Et juste cette pratique-là, ça me... Enfin, tu te dis, non, en fait, moins il y a de souffrance, mieux c'est déjà. Par contre, sur ce principe. Mais oui, je vois très bien. Après, ce que tu soulignes aussi, c'est effectivement l'impossibilité de communiquer avec d'autres personnes. Et puis, les débuts de ta sensibilisation, finalement. Le fait d'être en colère, de te sentir impuissant. Je fais une petite digression, j'ai fait ma première fresque du climat cette année. Oh, trop bien. Donc autant, alors pour faire un petit résumé, en gros on a des cartes avec plein d'effets du réchauffement climatique, mais au sens large de l'activité humaine, hein, très clairement. Et on doit les placer pour faire une espèce d'arborescence des réactions en chaîne que ça procure. Et au début il y a les hommes, à la fin il y a les hommes. Voilà, le retour du bâton il est là. Et au milieu il y a tout le reste qu'on dégomme au passage. Donc c'est extrêmement déprimant. C'est très facile de placer les cartes dans le bon ordre, mais après, tu te sens tout petit et totalement impuissant. Et pourtant, tu vois, on a échangé, on était un groupe, on a échangé, et ceux qui animaient nous ont dit, mais il y a plein de solutions, il y a de l'espoir. Oui, évidemment, notre mode de vie il va évoluer, il va être impacté par tous ces changements, mais il y a encore des solutions possibles, et on n'aura jamais la vie d'avant. Par contre, on peut avoir une vie moins pire que celle qui est programmée pour l'instant. Et cette vision-là, j'ai beau la comprendre, sur le coup j'étais juste très énervée contre les politiques, le reste du monde, mais non mais c'est nul, et en même temps moi ma consommation aussi, et la culpabilisation que tu peux avoir aussi sur toi de pas faire assez bien. Toi tu te positionnes comment par rapport à ça, et surtout aussi en tant que créatrice de contenu, tu vois, je suppose que t'es exposée au retour de tes abonnés. En fait ce qui est hyper frustrant, c'est que déjà on vit dans un monde qui est hyper capitaliste, et en plus on vit en Europe. C'est difficile d'être un écolo parfait quand le système n'est même pas lui-même écologique. Enfin, c'est impossible. Si on est parfaitement vegan, on mange plus de viande, on consomme parfaitement, et tous les Français sont parfaits au niveau écologie, il y a 25% des émissions de CO2 qui sont liées à ça. Donc l'acte individuel est assez important, mais il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça. Et généralement, il y a plein de grosses entreprises qui ont justement utilisé cette question d'acte individuel et de culpabilité pour rendre les gens anxieux et les rendre un peu frisés, stagnants, quoi, je sais pas si ça se dit, frisés, un peu en mode en fait je serai pas jamais à la hauteur de ce qui se passe. Tu vois une montagne devant toi au lieu de voir juste la première petite colline, quoi. Mais en fait c'est ça que c'est très dangereux, je trouve, de responsabiliser les gens. Alors c'est très important et en même temps c'est très dangereux. C'est très important parce qu'il faut être sensibilisé et on a tous un impact sur le changement climatique et pas que la chute de la biodiversité. Mais donc c'est important de savoir où est-ce qu'on peut faire des efforts pour être tout simplement en lien avec nos valeurs et pas être en dissonance cognitive et juste se sentir mieux. Donc ça va être l'alimentation, la manière de se vêtir, la manière de vivre, d'habiter, etc. De voyager aussi. Donc c'est important de le savoir, mais déjà on sera jamais parfait. Et le fait de chercher la perfection, ça va juste te frustrer et ça va te démoraliser. Et c'est pour ça que moi, là, tout récemment, parce que c'est des réflexions que là, j'ai depuis très très peu de temps, surtout depuis que je travaille dans ce milieu-là, c'est que on parle d'un problème qui est global, et donc c'est hyper important de mettre ton énergie dans des actions à plus grande échelle. Par là, je veux dire des mobilisations, par exemple, envers les Total Energy. J'allais oublier cet ennemi. Mais je sais pas, d'utiliser ton temps pour partager une pétition qui bloque la future assemblée générale de Total Energy. Ton devoir citoyen, en fait. Ouais, de faire ton devoir citoyen, et c'est
je trouve ça presque plus important de politiser tes actions plutôt que de te renfermer dans ouais là le voisin il a utilisé un sac plastique, ah là mon papa il est parti en vacances en avion. Ça m'énerve toujours quand mon père me dit je pars en avion, mais je me dis bon Colline, calme-toi, chaque chose en son temps, comme ta mère qui devient végétarienne il y a 6 mois, tu vois. Oui, et puis je me dis bon chacun processe aussi à sa vitesse. Mon père imaginons là il mange de la viande ce soir, bah déjà je peux pas avoir un impact sur tous les gens qui m'entourent et je préfère me dire ok bah, j'enlève cette frustration là, au pire il sera pas sensibilisé aujourd'hui, mais je peux partager toutes ces mobilisations qu'il y a en France et moi-même les rejoindre. Je sais pas si je me suis un peu perdue là dans le dedans. Non, c'est hyper clair en fait de se dire que toi t'es effectivement pas parfaite mais comme n'importe qui, mais que derrière comme t'arrives à donner de la valeur à des actions encore une fois je dis citoyennes parce qu'il y a vraiment pour moi un devoir citoyen là-dedans, enfin mais on totalement. parle de loi, on parle de politique derrière qu'on le veuille ou non, et de politique généralement assez nocive pour notre environnement, on va pas se mentir, donc de pouvoir aussi se dire bah ok ma valeur elle repose plus là-dedans, et effectivement si derrière t'arrêtes de prendre l'avion de manger de la viande wow. On arrête de manger, calmons-nous, t'arrêtes de manger de la viande et tu t'achètes moins de plastique, t'achètes de la seconde main et tu prends plus l'avion, bah en fait c'est déjà très bien. Et si en parallèle j'en sais rien ta facture d'électricité elle est chez EDF, chez Engie, bah c'est pas le plus vert du monde et c'est des énergies nucléaires, mais en attendant bah, en fait tu fais aussi déjà tout le reste, et chacun encore une fois il va un peu à son et en vrai son ce que j'ai pas précisé, ce qui est important aussi à dire, c'est que parfois il y a aussi le budget quoi. Ben, enfin, ça, moi je suis alternante, vraiment je gagne quasiment rien dans la vie. Heureusement j'ai des parents qui gagnent quand même bien leur vie, donc ils me donnent encore de l'argent de poche alors que j'ai 24 ans. Mais parfois, désolé, je vais au Aldi et j'achète mes tomates du Maroc quoi, emballées dans du plastique. Mais parce que bah en fait j'ai pas d'argent. Donc c'est ça où j'essaie de me foutre la paix. C'est un luxe quand même. C'est un luxe, ouais. Donc je préfère dire même aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du local, c'est important de consommer local, mais on n'a pas tous cette chance-là, de leur dire bah c'est pas grave, tu peux aussi faire partie du mouvement en fait. Et on a besoin de tout le monde, vraiment absolument tout le monde. Du coup tu as une visibilité publique. Est-ce que c'est des échanges que tu as pu avoir avec des abonnés? J'y pense parce qu'il y a eu, il y a 3-4 ans, une belle vague de gens qui critiquaient absolument toutes les démarches écolo mises en avant par des influenceurs en disant oui mais tu fais pas ça, oui mais ça c'est pas bien, ah oui tu donnes des leçons sur tel sujet mais en parallèle t'as pris l'avion justement. Est-ce que ça c'est quelque chose que t'as expérimenté? Ou est-ce que tu as une communauté adorable? En vrai de vrai, j'ai une communauté assez bienveillante. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore attiré des gros connards. Alors évidemment il y en a, mais les commentaires que je vois assez drôles au niveau de l'écologie, c'est plus sur On est prêt. Sur le TikTok de On est prêt, c'est moi qui me charge des vidéos. Et c'est drôle, encore là tout à l'heure avant de venir, il y a des messages... Il fait 18 degrés chez moi, il n'y a pas de réchauffement climatique, la preuve, il a plu pendant 2 semaines en France. Mais justement, il fait 18 degrés au mois d'août. Et ça me fait trop rire, mais sur mon compte, évidemment que ça peut arriver. Quand je prends l'avion, parce que évidemment, ça m'arrive de encore le prendre, malheureusement, je vais pas le montrer en fait. C'est grave, mais je vais éviter de le montrer. Je vais pas romantiser, la vue depuis le hublot avec le coucher de soleil. Je vais pas le romantiser, et en vrai... Je vais les cacher, mais je vais quand même dire, voilà, j'ai pris l'avion, mais je vais l'expliquer, quoi. Donc je pense que c'est important d'être assez transparent, même si je viens de dire que je le disais pas. En fait, c'est facile de pointer du doigt les actions des youtubeurs, influenceurs, en mode, tu parles d'engagement, mais tu fais ça, mais tu fais ci. Et du coup, ça leur donne pas du tout envie de s'engager. Ce qui est hyper dommage, parce qu'on a besoin de ces leaders-là qui ont un impact énorme sur la culture, auprès des jeunes, etc. Enfin, je veux dire, si un Inoxtag parlait, et encore il le fait, si une Lina Situation plutôt parlait d'écologie, l'impact qu'elle aurait sur les jeunes de 15-16 ans qui vont faire la file devant les pop-up de Chine, ce serait énorme. On parlait de la mode, parce que comme elle parle énormément de mode, mais on parlait aussi avec la réalité de ce secteur et de tout ce que ça induit en fait, en termes d'enjeux écologiques. Ouais, donc je pense qu'on a vraiment besoin d'eux, et ça sert à rien de les blâmer. De les blâmer, quoi. Même si parfois il le faut. Il faut quand même leur dire, bon là, à un moment, parle-en. Mais il faut les interpeller sans pour autant les blâmer. Il faut quand même leur donner envie de parler de ces sujets-là. Mais en fait, le truc, c'est que aussi les voyages à l'étranger, tu vois, les voyages avec les palmiers, l'eau bleu turquoise, ça a tellement été romantisé, c'est tellement présent dans tous les films. Alors que partir et prendre l'avion, aller à New York,
il y a 100 ans, déjà, ça se faisait pas, et les gens les faisaient en bateau. Enfin, même à l'époque de mes grands-parents, quand je discute de ça avec mon grand-père et ma grand-mère, partir à la mer du Nord, en Belgique, c'était genre l'activité de riche. C'était un truc de fou, quoi. Et ça, je trouve ça dingue de se dire qu'en 60 ans, même pas, la notion du voyage et des beaux voyages et de la réussite, et de ça a tellement changé. Et donc, même on se dit, oui, on est jeune, on en a profité, mais... Non, et comme tu dis, on romantise aussi cette destination, tu vois. Avec et moi-même, j'ai envie, tu vois. Donc, j'ai du mal... moi-même, j'ai envie d'aller en Colombie et de découvrir les cultures, et c'est terrible. Mais je vois que c'est compliqué encore aujourd'hui, quoi. C'est des échanges que t'as un petit peu dans le milieu, ou t'échanges assez peu avec les autres créatrices de contenu? C'est des échanges que j'ai, oui. Je suis pas hyper entourée de créateurs-créatrices, mais c'est des échanges que j'ai, et c'est vrai que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand t'es assez connu, tu gagnes très bien ta vie, tu gagnes très 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 bien ta vie, et donc t'as ce luxe de pouvoir choisir tes collaborations. T'as le luxe de pouvoir te dire, ok, bah en fait, cette marque-là de fast fashion, je veux pas travailler avec elle, et ça va pas empiéter ta manière de te nourrir. Ouais. Tu peux toujours payer ton loyer à la fin du mois, quoi. Tu peux payer ton loyer, voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve ça assez dommage que ces influenceurs-là ne prennent pas la peine de se dire, ok, bah en fait, la collaboration avec Boo, j'en ai pas besoin, je vais la mettre de côté, et je vais travailler avec une petite marque, parce que oui, les petites marques ont pas spécialement beaucoup de budget. Ce qui est normal, mais il faut leur donner leur chance, en fait. Si on les met pas en avant à un moment ou à un autre, une petite marque ne peut pas donner 10 K à une influenceuse, c'est pas possible. Et donc ça, je trouve ça dommage un peu je trouve que les influenceuses se mouillent pas beaucoup. Ils prennent pas trop de risques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même souligner. Et en parallèle, t'as quelques initiatives. Là, je sors un peu de l'influence, mais on reste sur une figure publique. T'as accompagné Pomme en tournée dans le cadre d'On est prêt. Ouais. Et Pomme, du coup, qui avait toute une démarche aussi, que ce soit pour le décor sur scène, enfin pour sa tournée, en fait, d'essayer d'être un minimum éco-responsable. Ça t'a apporté quoi, cette expérience de l'accompagner, de voir aussi ces pratiques-là par, en l'occurrence, une musicienne? Bah en vrai, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Parce que Pomme, c'est quelqu'un de hyper suivi. C'est quand même une grande figure de la musique en France. Et surtout, elle a un public qui est assez jeune. Et surtout le fait que c'est elle qui est venue nous contacter, donc qui est venue contacter On est prêt. Ah, c'était dans son sens? Ouais, c'est elle qui nous a un DM sur Instagram. Allez. Et du coup, on était hyper contents. Ouais, mais c'est hyper bien, c'est hyper chouette de voir une personne hyper influente travailler avec nous et prendre à cœur ces enjeux-là, qui nous concernent tous et toutes. C'est pas qu'une question de personnes entre guillemets lambda, enfin même les stars à un moment elles pourraient être confrontées à ça. Et du coup, c'était hyper chouette. On avait un stand de sensibilisation devant son concert. On a fait pas mal de contenu avec elle. On a fait aussi des fresques de la biodiversité où elle était présente et du coup, ses fans pouvaient venir. Et donc aussi, elle donnait aussi pas mal de relais aux actions qu'on mettait en place. Et je me dis, si tous les chanteurs-chanteuses faisaient ça, ce serait génial. Et j'espère que du coup, le fait qu'elle l'ait fait, ça a donné un peu envie à d'autres chanteurs de le faire, surtout que eux on leur demande rien, c'est nous qui organisons tout. Quand t'as une telle notoriété, attirer un public par ta notoriété pour ensuite l'exposer à des idées et des valeurs qui te sont chères et qui sont, comme tu dis, qui concernent tout le monde, c'est hyper précieux comme mouvement. Ouais, tu vois, Angèle avec le féminisme, ça a un peu révolutionné, en tout cas la France et la Belgique. Je trouve qu'il y a un énorme impact grâce à sa musique. Et donc je me dis, putain, si Angèle parlait un petit peu de climat, ce serait cool. Justement, tu constates des différences sur les questions climatiques et la façon dont elles sont traitées entre la France et la Belgique? Il y a une très grande différence entre la France et la Belgique, c'est la politisation des gens. Les Belges sont très peu politisés, on débat très peu entre personnes, même de mon âge. On sort très peu dans les rues. Et c'est depuis que je vis en France, donc ça fait 1 an que je vis à Paris. Je me rends compte à quel point vous êtes déter. Et j'adore. Tous les samedis et tous les dimanches, il y a des manifs à République. Ouais. C'est vraiment... Mais c'est génial en fait. Et le problème, c'est qu'en Belgique, on ne sait pas ce qui se passe. Même au niveau environnemental, on est un des pays qui pollue le plus. On a une empreinte énorme. Il y a très peu de mesures qui sont prises parce que c'est aussi un pays qui est hyper découpé en plein de parties parce c'est très compliqué au niveau politique. Donc il y a très peu de décisions qui parlent. Et je trouve qu'on manque terriblement de politique dans nos conversations, on se révolte pas,
Et c'est quelque chose que j'admire pas mal en France, même s'il y a plein de choses à faire. Et bon, le gouvernement français, voilà. Oui, en fait, on est beaucoup dans la rue, mais parce qu'on a le gouvernement qui suit pas. Mais, Ouais. Et depuis que t'es en France, je suppose, tu parlais tout à l'heure de mobilisation et autres, du coup tu t'engages, tu vas dans la rue, tu fais des manifs. Ouais, de ouf. Après, c'est plus avec mon travail. J'ai été filmer une manif l'année passée. J'ai été aussi au Parlement européen il y a pas longtemps. À Strasbourg, on courait dans les couloirs pour parler aux députés et tout, pour essayer de faire passer une loi sur la restauration de la nature en Europe. Ouais. Et du coup, le fait d'aller dans des manifs, c'est trop bien. Vraiment, y a plein de gens qui n'ont pas encore fait. Mais si vous hésitez, franchement, c'est vraiment les mêmes sensations que quand tu vas à un concert. Ça donne beaucoup de force. C'est ça, en fait. T'as cette cohésion d'humain. Des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui sont là pour la même raison que toi. Et ne vous fiez pas que aux images des violences policières lors des manifestations ou des Black Blocs. Enfin, c'est vraiment pas la réalité des manifestations dans les 3/4. Il y a des manifestations qui vont être plus chill, plus safe. Oui, et puis il y a des manifestations qui vont être un peu, pour le coup, un peu plus dangereuses. Aussi, notamment en écologie, le fait de, comme tu disais tout à l'heure, s'enchaîner ou en tout cas faire des chaînes humaines au sol, rester assis, courir de peinture certaines ce qui est hyper respectable. Ce qui est d'un courage aussi parce qu'on sait à quel point la répression est pour le coup violente et disproportionnée par rapport à l'acte en lui-même. Et le fait d'être passé dans une grande ville comme Paris, par rapport justement à ton rapport à la nature de manière plus générale, ça te manque? Tu te positionnes un peu comment Bah, Paris, c'est très cool, mais il y a pas de verdure, quoi. Je veux dire, ouais, il y a les buttes Chaumont. C'est pas trop étouffant. Il y a les buttes Chaumont. En vrai, moi, j'ai la chance d'avoir un environnement qui est quand même assez sain et d'être entourée de personnes assez saines. Donc, je pense que ça aide beaucoup, et puis je rentre beaucoup chez moi. Mais je me rends compte que c'est quelque chose que je pourrais pas garder tout au long de ma vie. Parce que quand tu parles d'écologie, mais que tu vis dans une ville de béton, c'est assez contradictoire. Après, le truc, c'est qu'à Paris, il se passe tellement de choses. Il y a tous les assos, il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup de personnes que tu peux aussi toucher, que tu peux rencontrer, avec qui tu peux aller boire des cafés et créer un peu des liens. Donc, il y a tous cet aspect-là qui est cool. Mais moi, j'ai un besoin énorme de vivre près de la mer, en Bretagne, et de faire ça là. Mais du coup, tu touches moins de gens, quoi. Ou alors à distance, avec ton ordinateur. Après, la Bretagne, les algues vertes, pas ouf. Non, pour en revenir également toi à ta pratique en tant que chanteuse, est-ce que tes convictions écologiques, elles prennent aussi une place dans ton art et tes expressions? Mais c'est vrai qu'à la base, dans mes musiques que je faisais, je parlais pas vraiment d'écologie. C'était beaucoup des thématiques liées à l'adolescence, à l'amour, un peu comme... C'était un peu torturé. Voilà, l'amour. Là, je parlais beaucoup... En vrai, je parlais beaucoup de mer et de nature de manière un peu approximative. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais plus faire ça, que c'était pas possible en fait. Et là, j'ai commencé à faire de nouveaux sons qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus politisés et qui dénoncent en fait. Parce que je pense que l'art, en général, l'art et la musique, ça a une force énorme et ça permet de faire passer des messages autrement qu'en criant dans la rue. Et du coup, j'ai vraiment envie d'utiliser un peu cette forme-là qui, moi, me touche, donc la musique, pour faire passer des messages auprès des gens qui me suivent et des gens qui me suivent pas encore. Et même, par exemple, les radios, ils font peu de chroniques sur l'environnement et encore, ça commence à le faire. Alors que faire diffuser un titre qui aura peut-être un impact, je pense que ça se fait plus facilement. Et donc là, mon objectif de 2023-2024, c'est de sortir un deuxième EP, juste avant l'été, printemps, qui sera beaucoup plus engagé, qui parlera justement de ça, tous ce lien. Tu seras la nouvelle meuf techno dans les manifs pour le climat, en fait, ça va être tes sons qui vont passer. Peut-être, je ne sais pas, mais ouais, c'était vraiment hyper important pour moi de pouvoir parler de ça, et surtout que quand tu fais des musiques, t'as l'occasion de faire des interviews, de faire des passages télé, radio, etc. Et on te pose toujours des questions. Alors pourquoi t'as écrit ça ? D'où t'es venues les paroles de ce morceau ? Et là, ce serait l'occasion de parler d'autres choses, de parler d'inaction climatique, d'inaction des dirigeants, de parler de la destruction du vivant, sans plomber non plus les gens, mais de le faire un peu en soum-soum, à travers la musique. Je pense que c'est hyper important d'utiliser l'art en général pour sensibiliser. Puis se faire entendre ta voix aussi. Tout à l'heure, tu parlais de la radio et en fait, les chroniqueurs ou les intervenants, c'est un peu toujours les mêmes. Y compris en écologie. On interviewe un peu toujours les mêmes personnes et c'est important de donner la parole à
des profils plus variés aussi, avec Clairement. des réalités de vie totalement différentes. On a notre amie Perrine en commun, qui bosse notamment avec Ferris, qui lui agit pour la sensibilisation aux enjeux climatiques dans les banlieues. Alors, petite parenthèse au montage, parce que je me rends compte que je ne vous explique pas qui sont Perrine et Ferris, et c'est quand même dommage de passer à côté de cette information. Perrine, elle est déjà venue dans le Clo-Clo Club, et elle va revenir prochainement pour un nouvel épisode. Elle est notamment la fondatrice de Perrine AM Agency, une agence de communication et d'influence, qui est spécialisée dans les projets de culture indépendante, d'inclusion et d'écologie. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle représente Ferris Barkat. Ferris Barkat, c'est le cofondateur de l'organisation à but non lucratif Banlieue Climat, qui va sensibiliser les jeunes aux enjeux et aux questions écologiques dans les banlieues. Typiquement, et qui dit, mais en fait, les banlieues sont les premières concernées. Et donner la parole à des personnes comme ça, c'est hyper important, et pouvoir le faire, que ce soit à travers l'art, à travers certaines actions... C'est précieux. De ouf, et d'ailleurs Ferris il fait du slam engagé. Ah, je savais pas ça. Ouais, si. Et lui il est hyper intéressé par la question des rappeurs et de la musique, qui est entre guillemets très masculine, et le fait que les rappeurs, en fait, parlent pas de ça. Ils parlent de gadgets, de go et tout, et ils parlent pas climat, alors qu'en fait c'est justement eux qui peuvent avoir un impact énorme. En fait, c'est pas un sujet qui a l'air fun. Alors qu'en vrai, c'est pas non plus plombant, enfin, je veux dire... En fait, faut te l'approprier, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que quand tu parles de nature, tout le monde aime la nature, en fait. Tout le monde adore partir en vacances. Quand on part en vacances, on fait quoi ? On va à la mer, on va à la montagne, on va se balader dehors. Tout le monde adore la nature. Et pourtant, la plupart des gens disent « Ah ouais, non, l'écologie, ça me parle pas. » Mais en fait, ils comprennent pas ce que c'est l'écologie. Pour eux, c'est des gens qui hurlent dans la rue. Mais l'écologie, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu bois, c'est les endroits où tu pars en vacances, c'est tout ce que tu fais au quotidien. S'il y avait pas tout ça, on serait tous malheureux, et on l'a vu avec le Covid. On était tous enfermés chez nous et on était tristes, on était dépressifs. Alors que la nature s'est jamais aussi bien portée que quand on était tous enfermés chez nous. Mais je pense que le Covid, ça a permis de créer un déclic chez les gens en mode j'ai besoin de la nature, en fait, j'ai besoin d'aller me balader dans la forêt, j'ai besoin de me baigner, j'ai besoin de me connecter à des choses qui sont belles, parce que la nature c'est magnifique. Tu penses qu'on l'a pas déjà oublié ? Bah, si, un peu. On oublie très vite. Et ça, c'est très dangereux. On s'habitue vite à la situation. Bah, j'adore cette image qui est utilisée depuis des années, de toute façon, de la grenouille que tu mets dans de l'eau et puis tu commences à monter la température du feu petit à petit. Et la grenouille, elle s'enfuit pas parce qu'elle se rend pas compte que l'eau est en train de bouillir. C'est horrible comme image, et en fait, c'est exactement ce qui se passe. On est en plein dedans, quoi. Ouais. Et on a déjà atteint un certain bon degré dans l'eau en question. Donc, Bah, c'est justement le moment d'agir. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et on n'a pas besoin uniquement d'activistes et de ce microcosme de personnes engagées. Alors oui, c'est bien, mais c'est hyper restrictif. Et c'est très entre personnes de classe moyenne, blanches... et c'est dommage, en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper cool de voir des personnes comme, tu l'as dit, Ferris, qui touchent d'autres personnes, de montrer qu'en fait c'est un sujet qui nous concerne tous. Qu'importe où on vit, qu'importe nos revenus, il faut que tout le monde s'empare du sujet. Des chanteurs, comme des rappeurs, comme des danseurs, mais c'est pour ça comme que je les suis très médias. contente de t'avoir dans le podcast, parce que, tu vois, l'écologie, c'est un sujet auquel je m'intéresse d'un point de vue... vraiment d'aller creuser, lire des essais, etc. Ça fait même pas 6 mois. Mais j'ai un peu ce truc j'ai envie de plus me renseigner plutôt que de juste, comme tu le disais, être éco-anxieuse et me dire mais de toute façon c'est horrible et je peux rien faire, et ne rien faire. Ouais. Et de pouvoir aussi tendre mon micro, tu vois, à des personnes comme toi qui ont déjà une sensibilité, qui sont passées à l'action, ou qui vont le faire, ou qui sont connus pour ça, et pouvoir vous entendre aussi en parler et donner des clés d'accessibilité pour les auditeuristes qui n'ont pas forcément ce réflexe, ou qui ne s'intéressent pas forcément d'eux-mêmes au sujet. Parce qu'ils sont peut-être pas entourés par des personnes qui sont sensibles. Ça. En fait, c'est aussi de pouvoir sortir de ce... Même si je sais très bien que le podcast, il est écouté, comme je parle beaucoup de féminisme, etc., on est quand même... sur un cercle assez resserré et un peu entre soi, et c'est une réalité dont j'ai conscience, mais le but avec des médias comme ça, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre. En fait, on est sur Internet, je balance une interview avec toi où tu parles d'écologie, elle est accessible à n'importe qui, n'importe où. Et c'est important aussi de décentraliser un peu ce discours et ce passage à l'action qui se fait dans des grandes villes qui sont pas cohérentes avec ce discours, qui plus est. Alors que les agriculteurs,
Juste, comme tu dis, les personnes qui vivent à la campagne, en fait, elles sont aussi les premières touchées par tout le... Et ils doivent devenir aussi porte-parole de ça. Bien sûr. Enfin, moi, je peux pas parler en tant qu'agriculteur, agricultrice, C'est parce ça. qu'en fait, je vis pas cet effet-là, la réalité, la difficulté financière. Et donc, moi, je parle en tant que jeune de 24 ans qui est un peu stressé par son avenir et qui a envie de trouver du sens dans son travail. Donc, j'espère que ça va faire sens auprès des personnes qui veulent trouver un travail qui a du sens ou qui veulent s'engager. Mais on a besoin vraiment que tout le monde en parle, quoi. Tout le monde. Comment est-ce que t'as trouvé ton job chez On est prêt ? Je fais une petite digression si jamais... J'ai envoyé une bouteille à la mer. Voilà, ok, C'est donc juste faites pour ça vous si dire... jamais vous voulez travailler. Non, vraiment, passer à l'action, parfois, faut aller au culot, quoi. Juste, j'ai fait un portfolio qui m'a pris beaucoup de temps, puis j'ai envoyé, j'ai fait mes lettres de motivation, et ça a fonctionné. Mais après, si vous cherchez un travail dans des jobs à impact, il y a Make Sense. Ouais, Job That Makes Sense. Ouais, Job That Makes Sense, qui vous permet de trouver des jobs qui ont du sens, d'où la traduction. On arrive à la fin du podcast. J'ai une dernière question pour toi. Tu y as un petit peu répondu, mais là, quel serait le conseil que tu donnerais à des personnes qui ont envie de passer un peu à l'action, d'intégrer plus de gestes écologiques dans leur quotidien et qui savent pas trop par où commencer? Vous êtes légitime, je dirais ça. Parce que c'est quelque chose, là, il y a quelques jours, que j'ai entendu de beaucoup de personnes qui me disaient « je me sens pas légitime de parler de ça, je me sens pas légitime d'aller dans des manifs, je me sens pas légitime d'aller à un ciné-débat », alors qu'en fait, on est tous légitimes. La crise climatique, elle nous concerne tous et toutes, qu'importe le niveau d'information auquel t'es. Moi-même, je suis pas à un niveau de fou et j'ai appris beaucoup de choses en quelques mois. Et pourtant, je me permets d'en parler là avec toi, alors que j'ai pas non plus tous les chiffres en tête et toutes les conséquences. On vous demande pas, surtout, on vous demande pas d'avoir tous les chiffres en tête et on vous demande pas de ne jamais vous tromper dans les propos que vous allez porter. Il y a ça aussi. Ouais. Donc juste se sentir légitime d'en parler avec les gens, de débattre, de vous confronter à ces sujets-là, de rejoindre des activités, comme j'ai dit, à l'Académie du climat. C'est vraiment important de se confronter, même envers les personnes qui n'ont pas les mêmes avis, envers des personnes qui sont climato-sceptiques, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. C'est hyper important de les écouter et de pouvoir du coup comprendre pourquoi ils pensent comme ça et comment les faire switch. Mais juste, sentez-vous légitime de passer à l'action et de prendre à bras le corps ces questions climatiques. De toute façon, plus on sera nombreux à le faire, et mieux ce sera. Exactement. Allez, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Colline. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast, mais aussi Deezer, Amazon Music, bref, toutes les plateformes que vous utilisez. N'hésitez pas, ça aide vraiment au référencement du podcast. Vous pouvez aussi lui laisser 5 étoiles, ça c'est sur Apple Podcast et sur Spotify. Un petit commentaire au passage, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir aussi vos retours sur les épisodes. Et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @clocloclub. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!